Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'approche générale. En 30 ans, l'organisation de la sécurité locale en France est passée d'un modèle dominé par l'État et sa police réputée monopolistique et centralisée, à un modèle décentralisé impliquant une diversité d'acteurs, aussi appelés nodes. Durant ces 3 décennies, l'État et sa police ont dû faire face simultanément à la complexification des enjeux de sécurité locale, à la spécialisation des acteurs traditionnels de la sécurité et à des contraintes budgétaires croissantes. Devant la nécessité de mutualiser des ressources de plus en plus diversifiées afin de faire face aux enjeux de la criminalité urbaine, l'État s'est décentré au profit de nouveaux nodes tels que les communes, les polices municipales, les bailleurs sociaux, les transporteurs, les conseils généraux, la sécurité privée, la médiation sociale, l'éducation nationale, etc. Tous ces acteurs gravitent dans un réseau local de sécurité où ils développent des mécanismes d'autorégulation, dits de gouvernance nodale. Mais il apparaît qu'un groupe de personnes clés issues des principaux nodes, à savoir l'élu local, la responsable locale de la police d'État, celle de la police municipale ainsi que le représentant local de l'État forment une entité qui mutualise l'essentiel des ressources et dynamise le réseau local de sécurité. Bien que ce node superstructurel, que nous appelons ici supernode, n'apparaisse pour ainsi dire pas dans l'ensemble de la littérature dédiée à la gouvernance nodale, il semble systématique dans nos travaux dès lors qu'un mécanisme de gouvernance se développe. Ainsi, la thèse offre de mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre dans les dispositifs nodaux de gouvernance, plus particulièrement l'identification et la position de chaque node dans l'organisation du réseau local de sécurité, la nature des relations entre les nodes, la nature des ressources mutualisées, les mécanismes de leadership et d'échange et de décision. Cela permet également d'entrer dans l'intimité des supernodes, composés d'hommes et de femmes représentant des principaux nodes clés du réseau et d'analyser la position de chaque acteur. Cela permet aussi de mieux comprendre comment et pourquoi les décisions prises au sein des dispositifs de gouvernance nodale s'inscrivent de facto, en marge des mécanismes traditionnels d'imputabilité et pouvant ainsi ouvrir la voie à une absence de régulation de certaines déviances. Enfin, loin des modèles traditionnels de production de la sécurité locale, la thèse soulève des questions quant au décalage entre mode démocratique traditionnel et nouvelles formes de production de sécurité publique. Les travaux empiriques en matière de gouvernance nodale restent extrêmement rares, d'autant que c'est essentiellement dans les pays anglo-saxons que le paradigme de gouvernance nodale s'est développé. Il est alors apparu d'autant plus pertinent de rechercher l'existence de tels mécanismes en France et de les analyser. Car comme le mentionne Ferret, les enjeux de gouvernance nodale se situent davantage en France dans la relation entre le pouvoir central et le pouvoir local, là où, dans les pays anglo-saxons, ceux-ci se discutent davantage dans un dualisme entre secteur public et secteur privé. La thèse apporte en effet des données qualitatives, qui, croisées avec une revue réglementaire des outils de coproduction de la sécurité locale, permettent de mieux comprendre pourquoi et comment l'État-providence s'est peu à peu décentré au profit d'une diversité d'autres acteurs. Il apparaît alors que si l'État reste un acteur tout à fait central du fait de sa puissance politique, administrative et économique, il reste davantage identifié comme une source de contraintes. De son côté, la justice est représentée comme un node davantage périphérique, ce que ne pouvait laisser penser sa position centrale dans les cadres réglementaires visant à organiser la coproduction de la sécurité locale. Alors que d'autres acteurs tels que les transporteurs et les bailleurs sociaux assument aujourd'hui d'être des acteurs de sécurité locale et de jouer un rôle important dans le réseau non seulement en raison de l'information qu'ils y apportent, mais aussi du fait qu'ils restent demandeurs de sécurité. Demande de sécurité auxquelles la sécurité privée répond en partie, bien que le statut privé de ce node soit fortement rappelé par les organisations publiques et en fasse davantage un sous-traitant qu'un partenaire assumé. Cette thèse n'est qu'un travail de défrichage, puisque pour la première fois dans un système d'État-providence des mécanismes de gouvernance nodale ont été explicitement identifiés en portant sur la plupart des acteurs engagés au sein du réseau local de sécurité. Cependant, des acteurs majeurs manquent à l'appel, y compris au sein du supernode, tels que le représentant local de l'État, ou encore la justice qui dispose pourtant d'une place réglementaire privilégiée.
Même si nous nous en expliquons, cela impacte la robustesse de nos conclusions et il sera pertinent qu'à l'avenir notre travail soit reconsidéré au vu des données manquantes. Le contenu de la thèse. La thèse se divise en 7 chapitres. Les 3 premiers chapitres constituent le cadre de travail et couvrent le cadre théorique, chapitre 1, et le cadre méthodologique, chapitre 2. Les 4 autres chapitres présentent les données collectées et leurs discussions. Les acteurs du supernode, chapitre 3, et les nodes périphériques, chapitre 4, le fonctionnement nodal, chapitre 5, ainsi que ses limites, chapitre 6. Le chapitre 1 présente le paradigme de gouvernance nodale, sa construction politico-économique depuis le welfarisme jusqu'à la consolidation d'une approche néolibérale de l'État. Le paradigme de gouvernance apparaît comme la mutualisation plus ou moins formelle d'acteurs institutionnels ou nodes, qui mutualisent leurs ressources dans un objectif commun. La littérature reste essentiellement anglo-saxonne, et le chapitre essaie de compenser une trop grande distorsion entre une analyse issue des États-Unis ou de Grande-Bretagne avec la situation française dont est issu le terrain, ainsi que son contexte institutionnel et politique. Le chapitre est également l'occasion d'explorer la littérature par rapport aux craintes que suscitent les dispositifs de gouvernance nodale, tant d'un point de vue de la diffusion de la responsabilité entre acteurs nodaux que de l'évidement d'un État gouvernant à distance. Le chapitre 2 présente la question de recherche et la méthodologie mise en œuvre dans le cadre de cette thèse. 2 méthodologies sont croisées. L'étude documentaire ainsi qu'une démarche par entrevue qualitative ont été développées. L'étude documentaire apporte tout le cadre institutionnel au partenariat local de sécurité au sein duquel gravitent les différents acteurs. Les 46 entrevues qualitatives permettent de positionner chaque acteur quant à sa place, son rôle et ses interactions avec les autres nodes. Par croisement, cela permet également de marquer le décalage qui s'opère entre le décor et le jeu des acteurs. Le fait que nous ayons travaillé de 1999 à 2013 comme formateurs auprès des polices municipales en France, nous a permis d'avoir un accès facilité aux différents acteurs comme inside-outsider. Les relations de reconnaissance, si ce n'est de confiance, se sont installées entre les participants, libérant ainsi la parole, parfois même au-delà du devoir de réserve. La sincérité des propos, la vérité des citations font sortir les interviews d'un contexte qui aurait pu être institutionnel, prudent, voire compassé, au profit de ressentis dont l'authenticité apparaît parfois sans filtre. Le chapitre 3 décrit les acteurs issus des nodes qui sont au cœur des mécanismes de gouvernance de la sécurité locale. Tour à tour, c'est l'occasion de rencontrer les acteurs du supernode, l'élu local, le policier d'État, le policier municipal ainsi que le préfet qui, par leur dynamique, génèrent la synergie qui entraîne la collaboration de l'ensemble du réseau. Mais c'est aussi l'occasion de voir comment ces acteurs issus d'organisations aussi différentes que l'État ou les villes, au profil aussi varié que le fait d'être élu ou policier, interagissent. La police d'État y exprime son retrait partiel du terrain et ses liens avec l'élu local, acteur politique devenu incontournable à la propre exécution de ses missions. De son côté, l'élu reste en attente d'une police d'État qui détient l'essentiel de la capacité judiciaire, mais dont le retrait le laisse devant le fait accompli. Le policier municipal, ressuscité depuis le milieu des années 1980, trouve dans la gestion de l'information et ses ressources en effectifs une position le rendant incontournable, tant au regard de son élu employeur que d'une police d'État qui fait toujours autorité. L'État reste un acteur central, bien que cherchant sa place dans un partenariat local de plus en plus autonome. La faiblesse de vision et de ses politiques publiques ainsi que le décalage ressenti de ses décisions réglementaires prises hors sol, le fragilise au point de remettre partiellement en cause sa légitimité d'acteur. Et alors qu'il continue à gouverner au travers de ses institutions et de la distribution de fonds, les acteurs de terrain s'émancipent et génèrent leur propre dynamique. Tout le jeu devient alors d'obtempérer à un cadre légal jugé contraignant, tout en créant des dynamiques autonomes, quitte à instrumentaliser les offres de financement de l'État. Le chapitre 4 vise à présenter les autres nodes, ceux qui sont présents dans le réseau et qui forment un second cercle autour des acteurs qui sont représentés au sein du supernode. C'est avec surprise, par exemple, que l'on y retrouve la justice relativement marginalisée dans les dispositifs de coordination du partenariat,
alors qu'elle est institutionnellement responsable ou co-responsable de plusieurs d'entre eux. C'est l'occasion d'observer la place de chacun de ces acteurs et la façon dont chacun construit son positionnement. Le chapitre 5 se rapporte au fonctionnement nodal, ce qui le caractérise en général et ce qui caractérise les mécanismes propres au supernode. Ainsi, parmi les spécificités de ce dispositif de gouvernance nodale, certaines caractéristiques émergent, comme le rôle joué par l'information dans un contexte récurrent de secret professionnel, social ou judiciaire, la répartition des tâches entre nodes ou la mutualisation des ressources. Par ailleurs, il ne saurait y avoir de supernode si la relation entre les individus n'allait pas au-delà de leurs institutions respectives et qu'ils n'entraient pas dans une relation plus particulière, basée sur des liens de reconnaissance et de confiance mutuelle. Longtemps la littérature s'est interrogée sur les questions d'entrée dans le dispositif nodal et de management interne. C'est ici l'occasion de lever en partie le voile et d'examiner en quoi le travail du supernode est innovant tant en matière de résolution de problèmes que de gouvernance interne. Le chapitre 6 est le dernier chapitre de ce travail de recherche. Il est consacré aux limites observées dans le cadre de ce dispositif de gouvernance nodale. Deux principales limites sont observées. La première tient au contexte français de la sécurité locale alors que la seconde se rapporte plus généralement au fonctionnement nodal de la gouvernance en matière de sécurité. Dans un premier temps, il apparaît que le supernode souffre cruellement d'une information stratégique pertinente, empêchant une compréhension pointue des phénomènes auxquels il est confronté et affaiblissant sa capacité à y faire face. Le même défaut ajouté à une absence culturelle d'évaluation empêche le supernode de savoir réellement ce qui porte des fruits ou pas. Ces difficultés contribuent à limiter la capacité d'émergence de politiques publiques en matière de sécurité locale. C'est alors quasiment impossible pour le supernode de s'engager sur une voie normative qui permettrait d'assurer une pérennité des acquis, déjà mise à mal par l'instabilité géographique de certains acteurs. Dans un second temps, le supernode apparaît découplé de la population, les organisations de la société civile étant peu, voire pas du tout associées aux travaux du supernode. Le peu de cas émanant de la population a pour effet de ne pas développer une culture de reddition de comptes à cette dernière, alors que la collégialité de la décision et de l'action au sein du supernode tend déjà à dissoudre la traçabilité de l'information et rendre l'imputabilité aléatoire. Il y a là des enjeux démocratiques majeurs, dans un contexte où l'organisation de la sécurité locale dépend aujourd'hui de mécanismes collégiaux, qui semblent ne plus correspondre au dispositif traditionnel de validation démocratique. Le travail de terrain ainsi réalisé éprouve le paradigme de gouvernance nodale dans un contexte nouveau qui est celui d'un État-providence, loin des pays anglo-saxons décentralisés, et explique les mécaniques mises en œuvre entre centrales et locales. Mais c'est surtout l'importance du supernode qui est mise en exergue ici, ainsi que le fonctionnement interne du dispositif nodal et les limites qu'il présente. Chapitre 1 : Ce qu'est la gouvernance nodale. Bailey, 1994, est le premier à fortement questionner l'évolution du modèle de sécurité, au début des années 1990, s'apercevant que le modèle de policing basé sur le monopole policier et l'intervention réactive n'a pas apporté aux États-Unis les résultats escomptés. D'une part, force a été de reconnaître que l'augmentation du nombre de policiers n'a pas eu une action directe et proportionnelle sur la diminution de la violence dans les années d'après-guerre, de nombreux autres facteurs entrant en considération, Bailey, 1994, page 3. D'autre part, le développement de la réactivité des patrouilles, afin de saisir les auteurs en flagrance, ne représente pas non plus une martingale dans la lutte contre la violence, l'intervention des policiers dépendant le plus souvent de la réquisition préalable et donc aléatoire d'une victime, Zoberman 2002, ou d'un témoin, Bailey et Shearing, 1996, page 592. De plus, aux États-Unis et de longue date, la police n'est plus, si tant est qu'elle ne l'ait jamais été, en position de monopole de la sécurité privée prenant une part croissante dans les activités de protection de la communauté, y compris en matière de sécurité publique. Tout cela a conduit Bailey et Shearing à s'interroger dans ces années 1990 sur un modèle qui n'existe plus,
et dont l'évolution va davantage vers le partage des tâches entre différents acteurs ou nodes ainsi qu'une évolution des savoir-faire. Ce chapitre vise donc à présenter la construction du paradigme de gouvernance nodale et ses caractéristiques ainsi que les différents concepts utilisés dans ce travail de recherche. Mais à cette étape, il est important de signaler que le sujet est essentiellement traité dans des pays anglo-saxons tels que la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud et l'Australie et plus marginalement dans les pays du nord de l'Europe, Mulone 2008, page 53. C'est pourquoi, alors que les présents travaux de recherche se déroulent en France, la majorité des auteurs cités sont anglophones, ce qui oblige parfois à remettre en perspective certains propos qui apparaissent éloignés du contexte français de la recherche. La première section de ce chapitre est consacrée à la présentation des enjeux liés au policing durant sa phase d'État-providence et sa phase néolibérale, puisque c'est de ce contexte que naît la gouvernance nodale. Ceci amène des interrogations quant à la construction de la souveraineté étatique, considérant que depuis les années 1980, des auteurs tels que Jouve et Lefebvre, 1999, observent une recomposition des États modernes. C'est de ces oppositions qu'émerge le paradigme de gouvernance qui s'inscrit dans une continuité plus vaste, Le Gallès, 1995, page 62, et que nous définissons au sein de la section 2. Au-delà d'une définition, nous nous attachons aux principales caractéristiques qui fondent le paradigme de gouvernance nodale ainsi qu'à leur mise en œuvre dans le contexte sécuritaire d'une société d'acteurs ou nodes organisés en réseau. Cela permet dans la troisième section de descendre au niveau microsociologique et de restituer la littérature relative aux interactions entre les différents nodes. La quatrième et dernière section a pour objet de présenter les principales limites que rencontrent les dispositifs de gouvernance aujourd'hui, limites relatives au rôle d'un État qui cherche sa place dans l'organisation de la sécurité locale. Mais il s'agit aussi des limites liées à une distribution juste et équitable de la sécurité, à l'imputabilité de dispositifs nouveaux, sortant du cadre bureaucratique usuel, de même que du cadre démocratique local connu jusqu'alors. 1. Aux origines du paradigme de gouvernance. Le paradigme de gouvernance se présente comme un tout complexe, issu d'une agrégation chronologique de rupture et de continuité de différents modèles socio-économiques, Jones, Newburn, Esperluette-Smith, 1996. C'est sans doute pourquoi le paradigme est réputé complexe, Rode, 1996, page 652, alors que paradoxalement, le mot s'est répandu de façon virale à travers le monde et dans tous les domaines des politiques publiques. Et comme un mot qui gagne en extension perd souvent en compréhension, on constate une absence notable de cohérence conceptuelle dans l'utilisation des termes, comme le signale Öfti, 2007, page 1, et le Gallès, 1995, page 90. Le paradigme de gouvernance nodale émane de la discussion de l'opposition en matière de policing, entre le modèle de l'État-providence et celui de l'État néolibéral, discussion conduite par une douzaine d'auteurs au cours des années 1990 et 2000. Au cœur des deux modèles se trouve la question de la place de l'État, et donc de la souveraineté, de sa légitimité en tant qu'acteur et de sa symbolique. 1.1. Souveraineté et gouvernance. Pour Foucault, il faut aller au-delà de la souveraineté et du gouvernement lorsque celui-ci administre unilatéralement au profit d'une gouvernementalité, qui inclut toute institution et stratégie qui aurait pour cible principale le mieux-être des populations. Le gouvernement s'oppose très clairement à la souveraineté. Ce qui caractérise la fin de la souveraineté, ce bien commun, ce bien général, ce n'est finalement rien d'autre que la soumission absolue. Au contraire, ici, il ne s'agit pas d'imposer une loi aux hommes, il est question de disposer les choses, c'est-à-dire d'utiliser des tactiques plutôt que des lois. Alors que la fin de la souveraineté se trouve en elle-même et qu'elle tire ses instruments d'elle-même sous la forme de lois, la fin du gouvernement, elle, est dans les choses qu'il dirige. Foucault 2001, page 645. Selon Betham, 1991, page 19, la légitimité du pouvoir tient aujourd'hui en trois conditions. Sa capacité à établir des règles, sa capacité à justifier ces règles au regard de l'opinion et le consentement de l'opinion à s'y soumettre.
Les idées contestataires de Foucault initient le débat qui permet d'avancer vers une construction du paradigme de gouvernance en ce sens qu'il propose une alternative à une approche verticale du gouvernement et des institutions qui le servent. O'Malley, Weir, Esperluette-Schiring, 1997, Rose, O'Malley, Esperluette-Valverde, 2006. Le concept de gouvernement peut alors être caractérisé par la capacité de la structure étatique à prendre des décisions, et de les faire appliquer de façon homogène à l'ensemble d'une nation. Stocker, 1998, page 17. La gouvernabilité, c'est-à-dire les stratégies développées par le gouvernement, s'impose en soi dans la mesure où l'environnement est présumé placide, le gouverneur omniscient et la quasi-machine organisationnelle se prêtent supposément à la manipulation et au contrôle. Cardinal et Andrew, 2001, page 11. Le gouvernement tire alors son efficacité de sa capacité de contraindre au nom d'un ordre supérieur, par l'entremise de sa production normative, loi, décret, circulaire. Kohyman, 2003, page 22, Oketo, 2004, page 165. Or, l'expression de la souveraineté de l'État passe en priorité par ses pouvoirs régaliens qui lui sont exclusifs. L'économiste libéral Adam Smith, 1949, pp 195 à 213, circonscrit ce nombre de pouvoirs à 3. La défense nationale, la justice et la création ainsi que l'entretien des infrastructures publiques. Mais les missions dites régaliennes de l'État, donnant une image de puissance et d'autonomie, s'étendent aujourd'hui à la sécurité, la diplomatie, la défense, la justice et la fiscalité. Rose et Miller, 1992, page 176. La sécurité est donc au cœur de ces pouvoirs régaliens. 1.2. Le modèle de l'État-providence. Le modèle welfariste, comme l'appelle Crawford 2001, page 3, en Grande-Bretagne, s'impose dans l'ensemble des pays d'Occident après la Seconde Guerre mondiale et pendant une trentaine d'années, et trouve son fondement dans les théories économiques de Keynes, marquées par un libéralisme régulé par l'interventionnisme d'État, Berthoud, 1989, d'Ostaller, 2000. Il s'agit donc d'un modèle qui a pour objectif, selon Rose et Miller, 1992, pp 191 à 192, d'assurer un haut niveau en matière d'emploi, de progrès économique, de sécurité sociale, de santé et d'accès au logement. Le modèle s'appuie ainsi sur l'impôt et l'investissement public, la planification et une bureaucratie abondante, distributrice de services. D'un point de vue du policing, le welfarisme est présenté entre autres par Crawford, 2001, page 10, comme le principal moyen d'apporter aux citoyens la sécurité et une protection tout au long de leur vie, du berceau à la tombe. Ainsi, le welfarisme s'efforcerait de répartir les risques afin de protéger les plus vulnérables grâce à la distribution de biens matériels. Lauder, 2000, pp 330, 333, position que partagent d'autres auteurs tels que Rose ou Miller. Rose et Miller, 1992, page 192, Rose, 1999, pp 233 à 273. L'expression la plus significative du welfarisme en matière de sécurité publique reste à ce jour la police communautaire. L'approche en police communautaire trouve son fondement dans la relecture des principes apocryphes de Peel, Scogan et Hartnett, 1997, Scogan W.G., 1999, Normando, 1998. Plusieurs caractéristiques signent cette méthode de policing ainsi que la période historique y correspondant. Parmi ces caractéristiques, on retiendra ici l'effort déployé en matière de proximité, Dupont B. 2007A, ainsi que l'emphase mise dans un second temps sur les partenariats, participant ainsi à la remise en cause du mythe relatif au monopole de la sécurité. La sécurité ne se résume plus alors au travail de la seule institution policière, mais laisse la place à l'approche plus associative du policing. L'introduction par Goldstein, 1979, d'une méthodologie de résolution de problèmes constitue l'apogée de la démarche en police communautaire, Tillet 2004, Broder 2003, pp 83 à 120, Clark et Eck 2003. Le welfarisme policier a été vivement critiqué par certains auteurs qui lui reprochaient son manque d'efficience, Broder, 1984, Broder 2003, Dupont B 2007A. Ainsi, l'un des griefs émis à la police communautaire et au welfarisme en général est qu'il a pour effet de déresponsabiliser le citoyen du fait d'une surintervention de la sphère publique dans la sphère individuelle. Rose et Miller, 1992, page 196.
Cette déresponsabilisation provoquant une érosion du rôle du citoyen, Turner 2001. La démarche welfariste peut s'apparenter à une délégation excessive du contrôle social aux institutions publiques telles que la police et la justice, contribuant à rendre l'État omnipotent. O'Malley et Palmer, 1996, O'Malley 2010. Par ailleurs, les dispositifs de consultation de la population tout d'abord, qui sont au cœur du Community Oriented Policing mis en place dans les pays anglo-saxons, mais également en France à l'occasion des comités de quartier, peinent à produire les effets espérés. Le dialogue reste difficile à établir entre une population en demande de sécurité et rarement en adéquation avec l'attente des organisations policières d'un point de vue aussi bien stratégique que tactique. Du côté policier, l'exercice devient alors davantage un exercice de forme justifié par l'affichage d'une stratégie de proximité avec la population. De plus, les programmes de participation de la population n'ont pas démontré leur efficacité, tant d'un point de vue de la baisse des cambriolages que d'un point de vue de l'implication durable des populations les plus pertinentes, Dupont B. 2007A, pp. 102 à 106. La police communautaire, qui avait pour objectif de rapprocher la police de la communauté et d'accroître le contrôle de la police sur celle-ci, en offrant services et assistance, aurait finalement eu pour effet de développer la dépendance de la population au secteur public, O'Malley et Palmer, 1996, pp. 137-143. Elle n'aurait donc pas su dans le même temps apporter des résultats correspondant à l'investissement coûteux, notamment en personnel. 1.3. Le modèle néolibéral. La crise économique qui suit les chocs pétroliers des années 1970 fait prendre conscience de la fin des 30 glorieuses de l'après-Seconde Guerre mondiale et de cette période de béatitude économique. Les États cherchent alors à rationaliser leurs dépenses et certaines missions sont transférées à d'autres services publics, voire à des acteurs non publics, ou encore purement supprimées, lorsque jugées inappropriées. Cela est autant valable dans les pays anglo-saxons qu'en France, Bailey et Shearing, 1996, page 591, Oqueto 2004, page 166. L'État applique alors peu à peu des modes de gestion et de services de type entrepreneurial. Ainsi, là où la police communautaire ou welfariste gère des citoyens consommateurs, la sécurité néolibérale gère des clients, lissant la distinction entre sphère publique et sphère privée. Selon Bailey et Shearing, 1996 page 595, le policing basé sur le secteur privé de la sécurité ainsi que les recours des communautés aux prestations marchandes est davantage intrusif, intuitif et crédible que le policing de nature publique. La règle des 3 E, Economy, Efficiency, Effectiveness, Value for Money, s'applique alors au domaine de la sécurité publique, Rodera 1996 page 663, Oqueto 2004, pp. 173 à 181. Pour autant, l'état minimal revendiqué par les néolibéraux ne signifie pas une absence de l'État ou la présence d'un État faible. La régulation dont l'État a la charge lui impose un capital symbolique et économique important, ce qui ressemble davantage à un budget keynésien que purement hayekien. Braithwaite, 2000, page 232. Ainsi, il ne s'agit pas là de détruire l'État, mais de le déconstruire afin de le renouveler. Ce n'est pas moins l'État, mais un État autrement. Comme le dit Rocher, 2004a, page 46, ceci ne signifie pas un retrait des pouvoirs publics, mais une modification de la structuration institutionnelle de ce domaine d'action, dans une combinaison des modes hiérarchiques et de dialogue. Le gouvernement gouverne alors à distance, Rose et Miller, 1992, par l'entremise d'agences de régulation spécialisées et autonomes, à l'instar des agences que le gouvernement Thatcher a développées en Grande-Bretagne, agences de la régulation de l'eau, de l'électricité ou des transports, Braithwaite, 2000, page 224. La France n'est pas en reste avec la création de l'Agence nationale du médicament, l'Agence française de sécurité sanitaire, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'Agence nationale pour la recherche, etc. Il s'agit là de la mise en œuvre du New Public Management, proposé aux États-Unis par Osborne et Gabler, 1992, pp. 35 à 37, et symbolisé par la métaphore maritime, steering, rowing, barreur, rameur. Pour les auteurs, en des temps de modernité fluide, Bauman 2000,
les législateurs et les gouvernements doivent en permanence réagir et s'adapter, ce qui s'avère quasiment impossible dans le cadre d'un État welfariste. Les gouvernements doivent donc agir par des moyens différents, et c'est en cela qu'Osborne et Gabler distinguent deux types de fonctions, et donc d'organisation, celles qui prennent la décision ou barreurs, et celles qui mettent les décisions en œuvre ou rameurs. Selon cette approche, il appartient donc à l'État d'être à la barre, mais en aucun cas d'être un exécutant des politiques publiques qui se trouvent déléguées. La diversification des acteurs au statut public ou privé concourt ainsi à un renforcement de l'autorégulation, l'État administrant à distance et se gardant le dernier mot en cas de nécessité. Bailey et Shearing, 1996, page 595. Si le modèle proposé par Osborne et Gabler n'a pas été mis en œuvre in extenso en France, le pays à travers sa démarche de rationalisation des dépenses publiques s'en rapproche inévitablement. Les critiques du néolibéralisme parlent quant à elles d'un « État évidé ». Cet évidement se traduit et se trouve stimulé par les stratégies gouvernementales de privatisation, par divers modes d'exercice du pouvoir d'État à distance et par l'apparition de partenariats entre public et privé et de réseaux d'action concertés. Crawford 2001, page 4. Sans doute que la plus fréquente des critiques que s'attire le néolibéralisme est l'appel à la privatisation en matière de policing, qui soumet l'offre de sécurité aux lois du marché et profite aux plus fortunés. Pour l'État néolibéral, il s'agit d'intégrer le crime dans le champ des risques auxquels tous les individus sont soumis. Erickson et Haggerty, 1997, pp 39 à 48, Filet et Simon, 1992. L'individu devient alors le principal acteur de sa protection en contractant les services nécessaires à sa sécurité et en diminuant ainsi son risque d'exposition au crime. O'Malley, 1997, page 371. C'est ce que Lauder, 2000, page 330, appelle la décollectivisation du risque, où l'individu s'assure des dommages qu'il ne saurait lui-même prévenir, le service public pouvant alors devenir résiduel. O'Malley, 2010. Le citoyen devient le premier acteur de prévention en tant qu'évaluateur de ses propres risques de perte, et à ce titre responsable de sa protection, qu'il pourra trouver par la consommation de biens et services de sécurité. Ce qui ne manque pas d'une part de solliciter le citoyen le plus souvent au-delà de ses capacités, et d'autre part, de contribuer à l'inégalité des services en mesure d'être apportés. Lauder, 2000, page 331. Une autre critique développée à l'égard de l'organisation néolibérale de la sécurité est que le marché représente toujours un risque pour autant qu'il n'est pas adéquatement contrôlé. Rose et Miller, 1992, page 198. Selon Lauder, 2000, pp 329-331, le marché tend naturellement vers son expansion et entre tôt ou tard en compétition avec la sécurité publique, complexifiant la tâche de la fonction politique publique de l'État. Le marché, qui n'a aucune légitimité démocratique, flanque alors les institutions et crée autour d'elles un carcan propice à leur développement engendrant un rapport de force avec les institutions publiques. En conclusion de cette section et comme le dit Ostrom 2009 page 18, les systèmes de gouvernement verticaux imposant une différenciation claire entre secteur public et secteur privé appartiennent autant des systèmes simples où les deux parties s'équilibraient dans une vision dichotomique du monde. Ce qui était du ressort de l'État était clairement distinct de ce qui était du ressort du marché, le premier régulant les excès du second et le second générant l'espace de liberté et la ressource nécessaire à la vie et la légitimité du premier. En reprenant la pensée de Kohyman, Rocher 2004a, page 45, évoque un changement fondamental survenu dans les relations entre État, marché et société qu'il attribue à l'apparition de conditions économiques et sociales nouvelles et à la survenue de problèmes qui ne peuvent pas être gérés ou résolus par la planification étatique du sommet vers la base ou l'anarchie médiatisée par le marché. Dans le continuum évoqué, la gouvernance apparaît donc davantage dans la littérature comme le prolongement de la pensée néolibérale. Bailey et Shearing 1996, Bailey et Shearing 2001, Wood et Shearing 2007, Dupont B. 2007b. Non du fait des caractéristiques usuelles du néolibéralisme telles que les mécanismes de régulation par le marché, la promotion de l'individualisme ou l'ambition crématistique que Weber 2009 page 64 emprunte à Aristote,
mais bien plus par la reconnaissance de la multiplicité des centres de pouvoir ainsi que par le haut niveau d'exigence dans la nature des interactions. 2. Les principes constitutifs de la gouvernance nodale. Pour autant, le paradigme de gouvernance nodale invite aussi à transcender l'héritage dichotomique État-marché par l'entrée d'autres acteurs, cette compétition se trouvant alors confrontée à une réalité beaucoup plus complexe et donc moins dichotomique. Ostrom 2009, page 3, Bagnasco et Le Gallès 1997, Crawforda 2001, page 10. La gouvernance naît donc de la difficulté des acteurs de gouvernement, comme ceux du marché, dès lors qu'ils agissent isolément, à comprendre et gérer les enjeux nés de contextes toujours plus complexes. La gouvernance fait alors appel à la multiplicité des centres de pouvoir locaux, centraux et globaux, publics et privés, organisationnels et individuels, afin de mutualiser les ressources disponibles, développer des méthodes de management de la résolution des problèmes, tout en répondant à des exigences sociales croissantes d'éthique et d'imputabilité. C'est cette association des différents centres de pouvoir qu'Ostrom qualifie de gouvernance polycentrique, tandis que l'ensemble de ces centres de pouvoir, connectés par réseau, se cristallise à un moment donné autour d'un intérêt commun et d'un objectif précis. C'est ce que Shearing, Wood, Dupont, Steining appellent la gouvernance nodale, chaque node représentant un centre de pouvoir. Afin de consolider cette définition, il semble pertinent de présenter chacune des caractéristiques constitutives de la gouvernance nodale, en s'appuyant pour ce faire sur la présentation qu'en font Jones, Newburn et Smith, 1996, pp. 190 à 192. 2.1. La complexité des enjeux. Tout d'abord, c'est la complexité des enjeux qui a mis originellement en évidence les difficultés des modèles précédents de gouvernement à trouver des solutions. Boraz, 1996, Tenig et Durand, 1996, par le biais de politiques sectorielles, Jouve et Lefebvre, 1999, page 836. Ainsi, même si, depuis l'analyse de Bailey et Shearing, 1996-2001, la violence subie par la communauté a plutôt eu tendance à régresser dans les pays du Nord, Pinker, 2011, Risk, 2014, Ouimet, 2006, la complexité des enjeux de sécurité publique reste un défi majeur alors que la tolérance de la population diminue. Dieu, 1999, page 51. C'est ce que découvrent Ostrom et Beau, 1973, lorsqu'ils cherchent à comparer l'efficacité de deux types de services de police états-uniens travaillant différemment au regard de leurs budgets respectifs. Il s'agit de comparer l'efficacité d'une grosse unité urbaine, œuvrant dans 3 zones résidentielles différentes avec 3 petits services de police, intervenant eux aussi en zone résidentielle. De plus, chacune des 2 catégories de services travaille avec des méthodes différentes. L'une travaillant sur une base de patrouille généraliste de police et l'autre sur la spécialisation d'unités chargées de résoudre des problèmes spécifiquement identifiés. Ce n'est pas tant les résultats obtenus qui sont intéressants ici, que la diversité des choix qui se présentent en matière de prévention de la violence et de lutte contre la criminalité. Il s'agit bien là d'une illustration de cette complexité en matière de sécurité, bien que ceci ne lui soit pas exclusif. Ostrom 2009. En matière de sécurité locale, chaque difficulté rencontrée couvre des enjeux en matière d'organisation policière, de réponse judiciaire, d'accès à l'éducation et de réussite scolaire, de soutien social, de questions d'addiction et plus généralement, de santé, d'accès à l'emploi, de transport public, d'urbanisme et de cadre de vie, d'égalité des chances, etc. C'est cette complexité qui nécessite la définition et la mise en œuvre de politiques publiques de sécurité locale dont le degré de complexité s'est considérablement développé. Crozier et Tenig, 1975, page 12, Godin 2002, page 36. Or face à ces difficultés, naturellement, le système tend à se libérer des problèmes trop menaçants ou qu'il n'arrive pas à résoudre et se concentre sur les problèmes qu'il est capable de traiter. Crozier et Tenig, 1975, page 20. Défis d'autant plus sophistiqués que ceux-ci s'inscrivent dans un double contexte de contraintes budgétaires, Osborne, 1993, page 350, et d'exigences croissantes de la population en matière de sécurité et de démocratie. Il apparaît donc que les acteurs qui ont été contraints de plus en plus de se spécialiser, Godin 2002, page 132,
finissent en fin de compte par ne plus être en mesure de répondre seuls aux défis posés par un contexte postmoderne. Kohyman 2003, page 11, Stockey 1998. Et ceci inclut l'État souverain et sa police, Reiner 1992. 2.2. La multilatéralisation de la sécurité et le réseau. La deuxième caractéristique qui définit la gouvernance nodale est celle de l'engagement d'une multiplicité d'acteurs face aux défis de la gestion de la cité, Boraz 2000, page 24, liée à une autonomisation des sous-systèmes sociaux allant parfois jusqu'à la fragmentation, Le Gallès 1995, pp 59 à 60. Car si les acteurs pris isolément ont démontré leur incapacité à faire face efficacement aux défis contemporains, une coordination d'une multiplicité d'acteurs divers représente visiblement une voie alternative. 2.2.1. Une société en réseau. L'ouverture de la gestion des affaires publiques, dont la sécurité publique, à d'autres acteurs s'inscrivent en fait dans un mouvement social plus vaste, celui de l'émergence d'une société en réseau, basée sur un modèle souvent dit neuronal. C'est la fin de la société vicinale, Robert 2001. Pour Castells, la révolution des technologies de l'information a fait changer la civilisation d'air, passant du modernisme au postmodernisme ou ce qu'il appelle l'informationalisme, 2001, pp 34 à 35, renvoyant dos à dos la dualité du capitalisme et de l'étatisme moderne. Malgré tout, la révolution de l'information puise ses sources dans l'évolution de l'économie néolibérale. Assouplissement de la gestion des entreprises, développement de réseaux d'entreprises basés sur des intérêts économiques convergents, assouplissement des relations hiérarchiques au travail, assouplissement des législations du travail dans un objectif de compétition en matière de productivité, etc. Castells 2001, page 22. La révolution de l'information, poussée par l'évolution des modes de production, considérée comme un rajeunissement du capitalisme, 2001, page 40, tend ainsi à l'effondrement de l'étatisme, l'État se trouvant poussé à prendre la place que le capitalisme lui réserve de tout temps, celui d'État développeur. Mais bien au-delà de la création de réseaux d'entreprises, c'est tout un mode de production qui est conduit à se réinventer du fait de l'abolition de la nécessaire présence physique. Mais la lame de fond qui sous-tend ces démarches organisationnelles reste celle engendrée par les individus qui accèdent, par les réseaux de communication et dans le monde entier, à de nouvelles communautés. L'accès à cette infinité de communautés, toujours physiques mais interagissant de façon virtuelle, décuple la possibilité pour chaque individu d'affirmer ses choix. Ainsi, la globalisation n'est pas qu'économique, elle est en passe de devenir avant tout informationnelle. Cet espace des flux présente pour autant des risques que dénoncent des auteurs tels que Bauman. Ce dernier est tout à fait d'accord avec le constat d'une modernité qu'il qualifie de liquide 2000, où la vie n'est plus que mobilité, vitesse, mais finalement aussi obsolescence prématurée, par exemple, et donc apothéose du consumérisme, 2013. Le jeu de domination dans une ère de modernité liquide n'est pas entre le plus gros et le plus petit, mais entre le plus rapide et le plus lent. Bauman 2000, page 188. Alors, dans une logique mondialisée où se diluent les repères sociaux sur lesquels les individus bâtissaient leur existence, ceux-ci peuvent développer le sentiment d'être assiégés. On retrouve ici la pensée de Crawford relative à l'insécurité générée par la modalisation, et qui induit un repli local. Pour Bauman 2014, il s'agit encore d'un monde d'insécurité qui ne peut profiter qu'à la minorité de ceux qui ont la capacité à faire face à cette fluidité. 2.2.2. La multilatéralisation de la sécurité. En marge du tandem État-marché se sont développés d'autres acteurs ou groupes d'acteurs, révélant ainsi l'importance de la multilatéralisation en matière de gouvernance. Le marché est devenu un centre de pouvoir important. Les villes ont pris une part sans cesse croissante en développant des politiques publiques locales, et la société civile est peu à peu apparue comme un rouage essentiel d'information et de mise en œuvre des dispositifs de sécurité locale. Or, si ces acteurs divers se rassemblent, c'est qu'ils sont liés de fait par l'intérêt que chacun a à la réalisation d'un objectif qui est collectif. Rode, 1996, page 658, celui d'assurer la protection de la population. Pas de marché de la sécurité privée florissant au niveau local,
sans les villes et leurs nombreuses manifestations festives organisées par la société civile, mais rien de tout cela, sans les normes que l'État ne manquera pas d'édicter et qui garantiront le bon fonctionnement de l'ensemble, etc. De telle sorte que le pouvoir politique est exercé aujourd'hui par une profusion d'alliances changeantes entre diverses autorités impliquées dans le gouvernement d'une multitude de facettes de l'activité économique, de la vie sociale et du comportement individuel. Rose et Miller, 1992, page 174. Dupont résume cette variété d'acteurs en une trilogie. État, marché, réseau, Dupont B. de 007B, page 69, et que l'on retrouve chez la plupart des auteurs. Koiman 2003, page 11, Rode R.A. 1996, page 653, Crawford A. 2001, pp 4 et 16. Si certains de ces acteurs sont des spécialistes de longue date des enjeux de sécurité publique, comme la police ou la justice, d'autres en revanche, comme les bailleurs sociaux, sont de nouveaux acteurs qui se situent à la frange du policing. Bonnet, de Maillard, Esperluette-Rocher 2015, page 291, et constitue cette multilatéralisation de la sécurité caractérisée par ce que Johnston 2003 appelle la police extended family, et qui est significative du paradigme de gouvernance nodale. Dans la présente recherche, nous marquerons cependant une distinction forte entre d'une part l'État, au sens de gouvernement, d'instances parlementaires, de ministères et de directions centrales et d'autre part, les autres acteurs, dont les collectivités locales. Si les deux entités sont publiques et fonctionnent selon des règles similaires, les collectivités locales sont devenues depuis les années 1980 des centres de pouvoir disposant d'une forte autonomie, y compris en matière de sécurité publique. C'est pourquoi nous préférerons ici faire référence à une typologie. État, collectivités locales, secteur privé et société civile. A. Les villes au cœur de la sécurité. La décentralisation policière prend corps concomitamment à la décentralisation de la responsabilité politique en matière de sécurité locale, et les villes deviennent alors des actrices de premier plan. L'autonomie des villes en Europe s'est acquise au cours des années 1980, où les villes sont devenues des entités clairement nouvelles dans le paysage de la décision publique. Le Gallès, 1995, Boraz, 2000, Jouvet-Lefebvre, 1999. La décentralisation de l'État auprès des villes donne naissance à de nouvelles politiques publiques locales, émergentes dans les années 1980, et font intégralement partie du paysage des politiques publiques des années 1990. Les villes profitent alors de la recomposition des États pour s'imposer et réinventer une manière de gérer les politiques publiques largement moins basée sur l'approche weberienne caractéristique de la bureaucratie centrale. Jouvet-Lefebvre, 1999, page 837. Elles deviennent alors davantage des actrices politiques et économiques, autonomes et stratégiques. Johanna 2000, page 5. Elles s'engagent ainsi dans le soutien au tissu marchand local, maintenant, voire générant des emplois privés qui soutiennent le dynamisme économique local et contribuent à une redistribution du travail entre centrales et locales. Bonnet, de Maillard, Esperluette-Rocher 2015, page 296. Selon Crawford, 2001, page 3, le local s'est développé dans un contexte de réaction à une mondialisation apportant de nouvelles incertitudes, même si aujourd'hui les villes sont toutes engagées dans une compétition internationale, dont les États se trouvent eux-mêmes marginalisés. Dans ces compétitions nationales autant qu'internationales, l'argument sécuritaire est essentiel pour asseoir l'image attractive de villes qui cherchent à se développer démographiquement et économiquement. Crawford A. 2001, page 6, Ferrégy, 2004, page 59. Or la décentralisation présente des atouts essentiels pour la gestion des affaires publiques, que résument Osborne et Gabler, 1992, pp 252 à 253. D'une part, les organisations décentralisées facilitent la flexibilité, permettant de répondre plus rapidement à un environnement changeant ainsi qu'aux besoins des clients. D'autre part, les organisations décentralisées sont plus efficaces dans la mesure où la proximité génère une meilleure compréhension des situations et davantage d'opportunités de les résoudre. De plus, les organisations décentralisées sont davantage innovantes, l'innovation venant le plus souvent des acteurs en contact avec le terrain. Et enfin, toujours selon les auteurs, les organisations décentralisées sont source d'une plus grande moralité, d'un plus grand engagement et d'une plus grande activité, considérant que les décideurs y sont plus directement imputables par le jeu des élections locales. Pour autant,
La décentralisation ne fait pas l'unanimité et des auteurs tels que O'Malley et Palmer, 1996, page 142, y voient plutôt une dilution des ressources sur le territoire, ne garantissant pas davantage une véritable prise en considération du besoin de chaque communauté. B. L'expansion du secteur privé de la sécurité. C'est ainsi que dans le champ de la sécurité on a vu la progression des activités de sécurité privée tant dans les pays anglophones, Shearing et Steining, 1983, qu'en France, Oqueteau 2004, pp 102 à 105, Oqueteau 1990, Acide 2010, Rocher 2004a, Bonnet, de Maillard Esperluette Rocher, 2015, où les collectivités locales par exemple, ont de plus en plus facilement recours à ces services dans le cadre de festivités. Mulone 2008, pp 14 à 16, détaille et explique pour plusieurs pays cette croissance économique, élément déjà très documenté. C'est l'inclusion de la société civile. La société civile que nous définissons comme des individus ou des organisations, ONG, syndicats, etc., indépendants de la puissance publique et non principalement motivés par le fait de produire de la richesse économique, Michel 2007 page 9, a vu son rôle et la reconnaissance de celui-ci se développer depuis une trentaine d'années. Selon Stockey, 1998 pp 19 à 21, ce troisième secteur ni public et ni privé qui est constitué d'organisations à but non lucratif, prend une part croissante dans la vie publique. L'auteur rapporte que pour la Grande-Bretagne, il s'agit de près de 400 000 équivalents temps plein qui contribuent à près de 12,3 milliards de livres de produits intérieurs bruts chaque année, répartis en près de 4 millions d'activités différentes, ce qui représente près de 0,7% du PIB pour 2014. Si ces autres acteurs se sont invités, c'est du fait de leur légitimité en tant qu'émanation de la population, qu'ils soient destinataires de services ou qu'ils en soient prestataires. Citons en matière de sécurité locale, les associations communautaires, les organismes d'habitat social, les organisations religieuses, les syndicats professionnels, etc. Leur reconnaissance, par exemple en France, apparaît à la fin des années 1970 avec la responsabilisation des villes où le maire est alors moins issu du rang des notables et davantage de ceux des militants. Boraz 2000, page 18, Garland 1996, page 452. D. Un nouveau rôle émerge pour l'État. Comme le mentionne Le Gallès, 1995, page 59, l'État reste un acteur important, mais il s'est banalisé. Il est devenu un acteur parmi d'autres, ce qui revient à ce que dit Dupont, 2007b, lorsqu'il rappelle que l'on ne discute pas là de la disparition de l'État qui reste l'acteur dominant. À présent, à l'État revient le rôle consistant d'initier et coordonner, calibrer et générer la dynamique, intégrer, réguler et évaluer Koiman 2003, qu'il le fasse directement ou par l'entremise d'agences ou d'organismes de régulation, Braithwaite 2000. Ceci correspond effectivement à la lecture néolibérale qu'Osborne et Gabler, 1992, font de l'État régulateur. Mais au-delà du modèle néolibéral, il appartient alors à l'État d'inventer de nouveaux outils afin de conduire les politiques publiques de façon inclusive de tous les autres acteurs, Stockey, 1998 page 24, et de générer ainsi un nouvel équilibre. 2.2.3. Des frontières en trompe-l'œil. Une autre des caractéristiques induites de ce qui précède est que la gouvernance tend à lisser les frontières entre les statuts des acteurs. Bailey et Shearing, 1996, Bailey et Shearing, 2001, Bonnet, de Maillard, Esperluette Rocher, 2015, au profit d'une approche moins institutionnelle et davantage orientée sur la résolution des problèmes. Ainsi, la frontière entre public et privé, sans s'effacer, est devenue plus diaphane. La nature publique ou privée d'un acteur ne permet pas de déduire un type de comportement. Des acteurs privés peuvent se rallier à l'intérêt général, alors que des acteurs publics peuvent utiliser des méthodes de gestion du secteur privé. Le Gallès, 1995 page 60, ceci s'explique en partie par l'introduction de pratiques privées dans le secteur de la police. Marchandisation des services de police, sécurisation policière d'événements non publics, escorte routière de convois industriels, etc. Intégration de la sécurité privée dans les activités mêmes de la police, recours au gardiennage privé, expertise externe, etc. Mode de management économique et ressources humaines issus du secteur privé.
évaluation de la performance budgétaire des services, adéquation entre fonctions et formation, civilianisation des services de police, etc. Mulone 2008, pp 146 à 153, Dupont-B 2002. Ainsi, le statut ou le corps ne constitue plus le critère principal de pertinence, démontrant par là même l'inadéquation d'un système public basé sur une noblesse d'État, Bourdieu, 1989. La valeur de chaque acteur dépend de la ressource dont il dispose et qu'il représente pour ses partenaires. Par exemple, les villes, en contractualisant avec l'État, en inventant toutes sortes de coopérations entre elles comme avec le secteur privé, en diversifiant à l'extrême la nature de leurs contrats, Boraz 2000, page 22, Le Gallès 2001 constitue le parfait exemple de l'emphase mise sur les ressources, davantage que sur le statut. Dans le même temps, ce faisant, elles ont consacré l'existence d'un secteur public non étatiste, Férégie, 2004. Ainsi, dans le continuum qui va de l'État au secteur informel, en passant par le privé, les collectivités donnent une image de structure intermédiaire de statut public, contraint à une efficacité pragmatique par la sanction électorale, ouverte aux opportunités de résolution de problèmes et soutenant les tissus locaux qui conditionnent leur existence. 2.2.4 Gouvernance nodale et étude des réseaux. Le paradigme de gouvernance nodale se prête tout particulièrement à l'analyse de larges réseaux aux contours souvent indéterminés, et qui connectent entre eux de manière variée, une diversité d'organisations et d'individus. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.